Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau Facebook Live de la Maison de la Presse, le premier de cette année 2023. Aujourd'hui, on reçoit en fait le nouveau patron de la police de Liège, Jean-Marc Demelaine. Jean-Marc Demelaine, bonjour. Bonjour. La Meuse nous a appris ce matin que la Cour constitutionnelle venait d'autoriser dans certains cas le recours aux soins forcés pour des toxicomanes profonds, qu'on retrouve évidemment au centre-ville, et c'est un phénomène qui est bien connu. Est-ce que cette avancée juridique va vous permettre de mieux travailler? Comment est-ce que vous allez travailler avec cette avancée juridique sur le terrain? C'est certainement une bonne nouvelle pour l'ensemble de la population, puisque effectivement personne ne peut nier qu'on est confronté, notamment dans le centre-ville, mais aussi dans d'autres quartiers, à ce phénomène de la toxicomanie, et notamment la toxicomanie en rue. Et donc voilà, c'est une piste supplémentaire de résolution de certains cas les plus problématiques, où effectivement, vu cet arrêt de la Cour constitutionnelle, on pourra imposer une observation en quelque sorte forcée de certains cas, et aussi suivant certaines conditions définies par la loi, bien évidemment. Est-ce que ça va commencer immédiatement ou bien il y a une période de mise en place d'un dispositif? Alors, le dispositif, théoriquement, peut être activé dès maintenant. Maintenant, je ne doute pas que cela fera l'objet d'une mise en œuvre concrète par des réunions et des contacts multiples avec notre interlocuteur privilégié en la matière, qui reste le parquet, bien évidemment. On sait que le bourgmestre disait régulièrement qu'il y a entre 30 et 50 personnes qui sont vraiment problématiques au centre-ville. Est-ce que, pour vous, policiers, c'est ce problème-là, vous les arrêtez, vous les amenez à l'hôpital, ils ressortent directement? C'est ça. La police peut amener une réponse assez déterminée et assez limitée, malheureusement, face à ce phénomène d'une très grande ampleur, évidemment. Donc moi, je suis d'abord pour plaider pour une approche intégrée du phénomène, avec tous les acteurs sociaux, médicaux, justice et évidemment police. Nous sommes un partenaire incontournable dans la matière, mais nous ne sommes pas les seuls qui devons agir. Je pense qu'il y a une prise en charge globale de la thématique qui est déjà en cours, mais qui doit être renforcée encore par tous les accords que nous avons avec les différents partenaires et acteurs. Comme le disait d'ailleurs le procureur du roi ce matin, donc la dernière parole sera aux médecins, évidemment, dans cette évolution. Mais bon, la toxicomanie, c'est quand même un phénomène beaucoup plus général. Hein. Ce n'est pas uniquement des toxicomanes profonds, c'est la mendicité aussi. C'est quelque chose qui est très prégnant à Liège. Je ressens, en tous les cas, dans mes nouvelles fonctions, de très grandes attentes que je comprends tout à fait, puisque je vis moi-même à Liège. Je suis moi-même, en tant que citoyen liégeois, confronté à ces problèmes de ville, mais que toutes les grandes villes, malheureusement, rencontrent. Ce n'est pas un phénomène typiquement liégeois. Je pense que l'ensemble des autorités des grandes villes du pays et d'Europe, de façon générale, sont confrontées à cette problématique. Est-ce que ce n'est pas plus qu'avant? Parce que c'est ça que les gens disent. Évidemment, il y a cette perception. Évidemment, l'activité policière ne peut pas à elle seule refléter l'ampleur du phénomène. Nos indicateurs sont finalement des indicateurs de notre activité, du nombre de personnes qu'on va arrêter, du nombre de saisies qu'on va faire en la matière, mais au plus on va travailler, au plus on va mettre de moyens, c'est certain qu'au plus on va faire d'arrestations et on va. Mais est-ce que c'est pour autant un indicateur réel du nombre de toxicomanes? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Mais effectivement, à Liège, c'est ressenti comme tel. En tous les cas, ça, je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Il y a différents facteurs qui peuvent l'expliquer aussi, notamment la configuration du centre-ville actuel avec les nombreux chantiers. Et on voit que partout où l'espace public se restreint, fatalement, la concentration d'une certaine population plus problématique en termes de toxicomanie se renforce. Et donc, elle est plus prégnante pour le passant, pour le chaland, pour les commerçants. Et donc, à nous aussi de réguler, de pacifier l'espace public par une présence policière renforcée, dissuasive, mais aussi réconfortante pour les citoyens, pour essayer de juguler au mieux cette problématique, et par des interventions évidemment très précises sur les cas les plus problématiques. Mais alors là, c'est un partenariat global avec l'ensemble des acteurs, comme je l'expliquais. Alors il y a les consommateurs, mais il y a aussi les réseaux, les vendeurs de stupéfiants. C'est un phénomène évidemment qui est international, et Liège est au bout d'une chaîne, et on sait qu'on est dans une zone de l'Europe où il y a beaucoup de stupéfiants qui circulent. En quoi la situation ces dernières années a changé? On remarque une très nette évolution aussi de la situation au niveau macroscopique, évidemment. Il y a
carrément une inondation du marché par la cocaïne, avec un changement qui c'est cette drogue-là qui a pris le dessus. Effectivement, et qui fait naître un changement de comportement parmi les consommateurs, et les consommateurs les plus problématiques et les plus précarisés. C'est quoi la différence entre l'héroïne qu'il y avait avant et la cocaïne? En termes d'effet notamment, l'héroïne a un effet plus long dans le temps, et un effet plus, je vais dire, apaisant, dans le mauvais sens du terme évidemment, mais qui provoque moins d'agressivité que la cocaïne, qui nécessite des quantités plus petites mais plus régulières, et donc une recherche permanente à la fois de la matière, mais aussi des moyens pour cela financer. Et donc c'est aussi ça qui fait que le phénomène est beaucoup plus visible dans les centres-villes, à Liège et ailleurs, parce que les consommateurs les plus durs sont en permanente recherche de drogue et des moyens pour acquérir ces drogues. Et donc c'est la mendicité, c'est les petits larcins, et c'est toute une série de phénomènes très dérangeants pour l'ensemble de la population. Ça, par exemple, c'est depuis 2-3 ans, on remarque ça. Est-ce que c'est pendant le Covid que cette nouvelle mafia de la drogue, on va dire, s'est installée? Je ne sais pas si on peut à ce stade faire un lien entre le Covid et le développement, mais il est certain qu'il y a une très nette évolution avec un phénomène, encore une fois au niveau européen, qui profite des grandes portes d'entrée de l'Europe, que sont les grands ports, notamment Rotterdam, mais on voit une évolution très nette aussi vers la Belgique et vers le port d'Anvers, avec des véritables mafias qui, entre elles, se font la guerre, mais qui aussi sapent à certains moments même les bases de notre État. Et donc, il y a une approche globale qui est en cours d'élaboration au sein de la police intégrée, avec l'ensemble des acteurs, vraiment un véritable plan contre la toxicomanie et contre les drogues en général. Donc ça, c'est l'approche globale, principalement menée par la police judiciaire fédérale, qui nécessite pour ça des moyens. Et à l'autre bout de la chaîne, je vais dire le commerce de détail, c'est la police locale, qui doit notamment combattre le deal de rue, notamment, ou le home deal dans les maisons, bref, le commerce de détail, si je puis dire, et aussi l'ensemble de la petite criminalité naissant de ce phénomène dans nos villes. Les grands réseaux dont on a parlé à Anvers, est-ce qu'ils sont présents à Liège aussi, d'une manière ou d'une autre? Alors, ils sont certainement, et bien heureusement, et on fera tout pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'à Liège, moins présents, mais on voit une évolution aussi géographique. Le canal Albert relie Liège à Anvers, et donc ce n'est pas encore le cas, heureusement, même si on a déjà eu de fortes saisies au port autonome de Liège notamment. Mais ce n'est pas encore le cas, en tous les cas constaté. Mais nous sommes vigilants, évidemment, et la police judiciaire fédérale de Liège aussi est vigilante quant à cette extension des mafias. Est-ce que lutter contre les revendeurs, ce n'est pas un combat sans fin? On pourrait effectivement penser ça. C'est vraiment un combat de tous les jours, en tous les cas, à mener à tous les niveaux et avec toutes les forces vives de la nation, si je puis dire. Oui. Voilà. Mais donc, on a dressé le constat, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que la police locale peut faire pour essayer d'éradiquer, si possible, en tout cas d'atténuer ce phénomène? C'est ça. Donc, il y a une lutte permanente contre la revente de stupes, premièrement. Ça, c'est la première action qu'on fait. Et on ne la fait pas seule, on la fait en accord évidemment avec nos autorités judiciaires et autorités administratives, donc le bourgmestre, collège des échevins, mais aussi en matière de répression, le parquet du procureur du roi, qui lui-même, pour être certain que les affaires sont traitées, a déterminé des priorités. Une de ces priorités, en termes de targeting, comme on l'appelle, donc de ciblage très distinct, c'est un territoire qui correspond à l'endroit où le phénomène est le plus impactant en termes de vie de société, c'est le centre-ville. Donc là, en accord avec le parquet, notre action est d'office suivi par différents modèles qui pourraient vous être expliqués, mais je pense qu'ils sont un peu trop techniques, mais en tous les cas, que le parquet donne une suite, garantit une suite à nos procès-verbaux et nos constatations en la matière. Pour un dealer ou pour un consommateur? Pour les deux. Donc pour les dealers, il y a une citation d'office, et pour les consommateurs, il y a ce qu'on appelle la technique de la probation prétorienne, avec un suivi. Donc ça veut dire que la première fois, il n'y a pas de suite, mais il y a une sérieuse mise en garde, et d'office, si on reconstate des infractions, alors là, il y a un emprisonnement. Est-ce que la salle de shoot à Liège facilite votre travail ou le complique? Je ne peux pas dire qu'elle le complique. Je pense que c'est un outil, parmi d'autres, qui permet de réduire la consommation de rue, et que cette consommation s'opère dans des conditions hygiéniques minimales. Donc, moi, à titre personnel, je plaide pour que les infrastructures permettent une prise en charge des toxicomanes,
et les prennent en charge pour éviter finalement qu'ils ne soient dans les rues, au vu et au su de tout le monde. Donc une prise en charge globale, il y a des maisons dans d'autres pays qui permettent cette prise en charge, donc de genre d'accueil de jour à bas seuil, qui permettent une consommation encadrée, mais aussi simplement une présence dans des genres d'abri de jour, si je puis dire. Et là, je pense que nos autorités sont sensibles à ça et vont s'inspirer d'infrastructures qui existent dans d'autres villes. Je vais vous poser une question directe. Pour vous, un toxicomane, c'est un malade ou c'est un délinquant? Je crois que c'est les deux, en fait, malheureusement. Et il y avait une très belle mercuriale de monsieur l'avocat général cette année, qui a une grande expertise dans le domaine, et qui disait qu'un toxicomane, finalement, il nécessite l'approche que les parents doivent avoir à l'égard de leurs enfants. C'est à la fois une approche bienveillante, médicalisée, pour le toxicomane, mais aussi une approche encadrante, voire réprimante au niveau de la justice. Je pense que c'est ces deux approches combinées, mais donc ça, évidemment, cette approche combinée, elle nécessite des moyens qui ne sont malheureusement pas toujours présents dans nos sociétés. Alors, les Liégeois réclament, et c'est aussi une déclaration que vous avez faite au moment de votre prise de fonction, plus de policiers en rue. C'est un facteur de sécurité sans doute, mais vous le faites dans un cadre avec un personnel qui n'est pas extensible. Comment allez-vous récupérer à la fois du personnel et des heures de prestation pour des patrouilles en rue? C'est ça. Donc, cette attente, elle était bien présente. Je l'ai perçue dès mon entrée en fonction et même dans les questions préalables, dans les contacts que j'ai eus en préparant à la fonction de chef de corps de la police de Liège. Et donc, ma volonté était vraiment d'insuffler encore plus de présence visible dans le centre-ville et dans les endroits problématiques dès mon arrivée. Fatalement, ces moyens-là, il faut les trouver au sein du corps de police. On a des pistes pour les trouver ailleurs. Vous avez peut-être constaté qu'il y a maintenant dans le centre-ville des chevaux, des cavaliers policiers qui patrouillent. Ce sont des moyens qui sont gratuits à disposition de la police locale, mis à disposition par la police fédérale. On exploite ces moyens. Donc on va chercher les moyens policiers partout où ils se trouvent, mais également en interne. Ça veut dire qu'il faut opérer des choix, fatalement. Et ces choix, ils sont parfois difficiles à négocier parce que, évidemment, la présence policière est nécessaire partout, tout le temps. Mais comment vous allez faire alors? Et donc, voilà, ça va passer par certainement une plus grande polyvalence au sein de la zone. Donc ça veut dire que des fonctions qui étaient relativement protégées dans des missions très très spécifiques, on va solliciter ses collègues pour aussi participer à l'effort collectif en vue d'une meilleure répartition de la charge de travail, en vue d'une meilleure répartition de la charge psychosociale aussi. Ça, c'est important au niveau des policiers parce qu'on le néglige parfois. On prend peut-être les policiers pour des surhommes, je ne sais pas, mais il faut se mettre à la place du policier qui patrouille tous les jours en ville et qui est au contact avec l'extrême pauvreté, avec la toxicomanie, aussi avec les récriminations souvent justifiées, les doléances des citoyens, des commerçants. Et donc, jongler avec tout cela au niveau de la vie personnelle, c'est parfois compliqué aussi. Donc, cette charge psychosociale, je souhaite aussi la répartir au mieux sur l'ensemble des policiers qui ont des missions polyvalentes au sein de la zone de police. Alors, vous parlez des policiers, mais il y a aussi les policières. C'est une profession qui se féminise. Comment ça se passe au sein de la police de Liège? Il y a une volonté, évidemment, de féminisation, mais pas seulement de féminisation. Moi, je souhaite, et l'ensemble des autorités le souhaitent également, que la police soit finalement le reflet de notre société. Et donc, actuellement, on a en moyenne 24% de collègues féminines au niveau de la zone de police. C'est bien. Ce serait mieux d'en avoir encore plus. On est un peu en dessous de la moyenne fédérale, la police intégrée. Il y a des unités qui sont surreprésentées en matière de collègues féminines, donc qui sont plus attractives, évidemment, pour des collègues féminines. Mais voilà, c'est une de mes attentions, un de mes axes de travail, en travaillant sur le recrutement, évidemment. Donc, il ne s'agit pas de discrimination positive aussi. On travaille avec des niveaux d'aptitude, et hommes, femmes, quelle que soit l'origine, l'orientation, enfin bref. Il n'y a pas de passe-droit parce qu'on est une femme. Il n'y a pas de passe-droit, certainement pas. C'est la qualité du policier qui prime dans l'engagement. Mais néanmoins, il y a d'autres techniques pour essayer de promouvoir la représentativité des femmes au sein de notre zone de police, par des préparations aux examens d'entrée, par des exercices, par préalables aux tests qu'on peut organiser, qu'on organise déjà d'ailleurs pour tous les candidats policiers.
recrutement, c'est aussi un des enjeux de notre zone de police. Recrutement, pour les personnes qui nous écoutent, et notamment les plus jeunes, qui seraient tentées par ce métier, quelles sont les conditions minimales? Est-ce qu'il y a un diplôme requis, une taille requise? Oui, pour être inspecteur de police, il faut évidemment avoir fait ses études d'humanité. Au niveau de la taille, je pense que les critères ont été nettement élargis pour permettre à pratiquement tout le monde de pouvoir postuler. Évidemment, il y a des épreuves de sélection. Je voudrais surtout leur dire que c'est un métier, malgré tout ce qu'on dit et malgré évidemment parfois les choses affreuses qu'on peut voir dans notre profession, c'est un métier formidable qui permet une diversification des tâches terrible. On peut un jour patrouiller en rue et puis plus tard enquêter et puis après se spécialiser dans un domaine très très précis en termes d'intervention. Je pense au PAB notamment. Notre zone a la grande qualité aussi d'offrir tous ces métiers par rapport à d'autres plus petites zones qui sont fatalement plus limitées en termes de diversité. Ici, on a vraiment la plupart des métiers de la police. Et donc, voilà, c'est un métier qui reste, pour moi, évidemment formidable, qui m'a toujours donné énormément de satisfaction. Et la diversité des missions, des métiers au sein même de nos corps de police, c'est un des grands atouts. Possibilité donc d'évolution horizontale et puis verticale aussi, puisque quelqu'un qui commence comme inspecteur peut très bien terminer chef de corps. Donc ça, c'est une possibilité très réelle. Il y a des études, il y a des sélections, bien évidemment, mais il y a cette possibilité aussi. Tout à fait. Vous êtes à peu près 1 millier, hein, je le rappelle, à la police de Liège. Mais je voudrais revenir en fait sur ce qu'on discutait tout à l'heure. Vous avez dit que vous alliez répartir mieux la charge des patrouilles par rapport à tous les services. C'est ça. Mais ça ne vous fait pas récupérer des heures, ça? Ah non, effectivement, ça ne fait pas récupérer des heures. Donc la question des moyens, elle se pose en permanence. Ce sont je ne veux pas dire des négociations, mais des dialogues que j'ai et que je continuerai à avoir avec nos autorités, avec le collège des bourgmestres et échevins. On est en période propice à cela, puisqu'on est en période d'élaboration des budgets. Et donc, effectivement, en fonction des moyens disponibles, je plaiderai toujours pour un effectif suffisant pour mener à bien nos missions, clairement. Ou alors, éventuellement, abandonner certaines missions ou les restreindre pour d'autres. Effectivement, c'est une des pistes qu'on doit aussi suivre et pour laquelle je me suis engagé. Il y a des missions, donc je l'ai dit, les missions de la police, elles sont diverses et variées. Une des missions très, très énergivores et consommatrices de capacité au sein de notre corps de police, c'est le maintien de l'ordre. La gestion négociée de l'espace public, avec des services d'ordre récurrents. On a connu la Coupe du Monde, avec des services d'ordre assez importants et justifié, puisqu'on a eu des débordements lors des premiers matchs. On les a plus connus, fort heureusement, avec une approche globale aussi intégrée par la suite. On connaît le Standard, par exemple. Mais tous les 15 jours, c'est 300 policiers qui sont à Sclessin. Peut-être pas 300 tous les 15 jours, mais en tous les cas, c'est un effectif que je souhaite étudier. Tous nos services d'ordre font l'objet d'une analyse de risque, récolte d'informations, pour affecter l'effectif minimal, mais suffisant pour gérer l'ordre public. Et donc là, effectivement, je souhaite poursuivre ce travail d'analyse fine de la capacité engagée pour les matchs de foot, pour le carré, pour la foire d'octobre, pour la batte, pour tous les grands services d'ordre récurrents qui consomment énormément de capacité. Faire appel aux renforts dès que c'est possible, donc les renforts de la police fédérale, qui ne sont pas payants, donc c'est une capacité qui est disponible et que je souhaite engager au maximum aussi. Et aussi, faire porter la responsabilité des organisateurs aussi sur la sécurité. Actuellement, il y a très peu, on insiste là-dessus lors des réunions de préparation, ce qu'on appelle les réunions de sécurité, mais je souhaite aussi poursuivre dans cette voie pour que les organisateurs, surtout les organisateurs privés qui ont une finalité lucrative dans l'événement, puissent contribuer aussi à cette sécurité, soit en payant la police, qui n'est pas encore possible actuellement, parce que les arrêtés d'exécution de l'article 90 de la loi sur la police intégrée ne sont pas encore passés, donc on n'a pas cette possibilité technique, légale pour l'instant, mais ils peuvent très bien engager eux-mêmes, dans certaines conditions, encore une fois, de la sécurité privée, ou prendre des mesures organisationnelles pour diminuer les risques, et donc provoquer moins d'engagement. On prend l'exemple le plus connu, par exemple le Standard. Voilà. On pourrait, si jamais cette loi passe, demander financièrement au Standard de participer au financement de la sécurité. Tout à fait, oui. Et je pense que l'ensemble des chefs de corps sont demandeurs. On néglige aussi parfois le fait qu'il y a des mécanismes de renfort interzonaux, et donc nos policiers sont engagés pour le maintien de l'ordre au Standard, mais quand une zone ne peut à elle seule assurer cette mission de maintien de l'ordre, je pense aux grands services d'ordre à Bruxelles, notamment lors des sommets européens, mais ce sont des policiers liégeois qui vont aussi renforcer les autres zones.
comme on reçoit leur renfort aussi, mais je veux dire, ça coûte en termes de capacité, et donc ce sont des policiers qui ne sont pas dans la rue à ce moment-là. Et est-ce que ceci implique d'avoir un dialogue avec les services de sécurité privés, avec la police en tant que telle, pour voir quel est le périmètre de chacun? Est-ce qu'il est déjà bien défini? Est-ce que s'ils doivent intervenir davantage encore, vous devez intervenir, vous, pour repréciser les rôles? Alors, le périmètre est extrêmement bien défini par une loi sur la sécurité privée, on appelait la loi Tobac de 90 à l'époque, qui a été revue en 2017-18, si mes souvenirs sont bons, et donc qui précise, qui cadre vraiment le rôle de la sécurité privée. Donc il est bien évident que la sécurité privée ne remplacera jamais un service policier, mais pour certaines missions accessoires, telles que des contrôles d'accès, certaines fouilles à certains endroits, dans certains cas précis, eh bien là, ce sont des policiers qui peuvent être épargnés, évidemment. Voilà, je rappelle à tous nos internautes qu'ils peuvent poser dès à présent leurs questions sur notre page Facebook. On y répondra en fin d'émission. Alors, on va aborder maintenant un autre sujet qui va aussi beaucoup intéresser les auditeurs. Vous avez fait, parmi vos déclarations d'entrée en fonction, une priorité de la mobilité. C'est évidemment en lien avec les travaux du tram. On y revient encore et toujours, malheureusement. Quel est votre constat et comment comptez-vous améliorer la situation, la mobilité des Liégeois au centre-ville? Alors, oui, effectivement, c'était une de mes priorités lors de mon entrée en fonction, c'est de renforcer encore la sécurité routière dans la ville de Liège, sur l'ensemble de la ville de Liège. Notamment, il y a une certaine insécurité routière qui naît des nombreux chantiers. Il y a celui du tram, mais il y en a d'autres, des nombreux chantiers qui sont présents sur le territoire de la ville de Liège. Et donc, ces changements d'axes de circulation, de modification de voirie, de modification de passages piétons, etc., génèrent à eux seuls, mais c'est bien compréhensible pour les besoins du chantier, une certaine insécurité couplée à des comportements routiers inadaptés de certains conducteurs. C'est un risque encore supplémentaire. Donc, je pense que notre police est présente sur ces chantiers et partout ailleurs sur le territoire, de façon ponctuelle. Chaque matin, vous voyez nos motards qui circulent et qui régulent la circulation, mais qui aussi sont là pour recadrer certains comportements, et aussi par des contrôles systématiques à certains endroits, notamment dans le cadre de la campagne Bob. Nos motards ont l'infraction du mois. Chaque mois, c'est une infraction spécifique qui fait l'objet d'une campagne et qu'ils verbalisent de façon plus spécifique, avec aussi un meilleur côté éducatif aussi sur certaines infractions, parfois assez méconnues malheureusement. Vous avez des chiffres, et est-ce que ces travaux, et donc l'insécurité, les problèmes de mobilité que ça engendre, est-ce que ça se traduit aussi par des incidents en plus grand nombre? Heureusement, pas d'augmentation notoire en tous les cas des incidents graves, heureusement, je dis bien, mais plutôt par des désagréments et voilà, des comportements peut-être un peu plus dangereux à l'égard des usagers faibles, notamment les cyclistes, les piétons sont fortement handicapés dans leur déplacement par ces changements de structure et ces chantiers. Et donc, quant à la protection de ces usagers faibles, on a une action évidemment assez importante également. Autre source d'insécurité routière, donc à part les travaux du tram, on l'a dit, mais la vitesse excessive. On est en ville, théoriquement, on doit rouler lentement. On a des zones 30, des 50. Est-ce que vous allez aussi appuyer, ça va être une de votre priorité? C'est un des axes, évidemment, de la sécurité routière, c'est la maîtrise de la vitesse et pouvoir avoir au sein de la ville une vitesse adaptée. Donc nous avons des radars mobiles. Il y a un lidar que l'on voit régulièrement, mais il n'y en a qu'un. Il y en a un actuellement. Il y a des possibilités que je compte exploiter au niveau de la région wallonne pour pouvoir bénéficier aussi des lidars de la région wallonne et les placer aussi dans le centre-ville. C'est un service qui est gratuit et dont je pense nous devons aussi bénéficier pour renforcer ce sentiment de pouvoir être contrôlé à tout moment. Et je pense que déjà ce lidar contribue fortement au fait que à tout moment, en circulant à Liège, on est susceptible de le rencontrer, et donc ça jugule quand même pas mal ce phénomène de vitesse. Mais voilà, des moyens supplémentaires en la matière ne feront que renforcer ce sentiment de pouvoir être contrôlé à tout moment par un dispositif technique. Il faut s'attendre à avoir plus de radars sur les routes liégeoises? Ça correspond aussi à une volonté de nos autorités de juguler ces vitesses inadaptées, et donc des investissements en matière de radars sont à prévoir, effectivement, oui. Alors, autre mode de déplacement, c'est le vélo. Alors, il prend une certaine ampleur à Liège et sans doute que ça va encore augmenter dans les années qui viennent.
Mais les utilisateurs, les propriétaires de vélos se plaignent en fait des vols de vélos qui sont très fréquents. Quels sont les moyens pour vous que vous pouvez mettre en œuvre pour améliorer cette situation, faire en sorte qu'on ne se fasse plus voler son vélo aussi rapidement qu'actuellement? Oui, j'ai été vraiment confronté à cette problématique aussi dès le début, avec des groupes, je ne veux pas dire de pression, mais des groupes d'intérêt vraiment pour le vélo, qui sont très actifs et qui ont ce rôle de sensibilisation de toutes les autorités, qui le jouent très bien, je trouve. Et donc, cette sensibilisation, pour ma part, elle a eu lieu très tôt aussi. Je suis aussi cycliste, donc je suis sensible à la cause. Vous allez travailler à vélo chaque matin? Je vais travailler à pied. C'est encore plus facile. Mais effectivement, je suis allé travailler à vélo lorsque je travaillais de l'autre côté de Liège, dans la rue Saint-Léonard. Et donc, effectivement, malheureusement, j'ai envie de dire que tous les phénomènes sont liés. La petite délinquance née de la toxicomanie génère aussi des vols de vélo. Donc, on a plusieurs projets. Une approche avant tout de sensibilisation et de prévention. Donc, on a plusieurs projets qui vont voir le jour ou qui sont déjà en cours pour sensibiliser les utilisateurs de vélo, les propriétaires de vélo, au fait de soit marquer leur vélo, mais avant même de le marquer, d'être sensible au fait que les vélos sont eux-mêmes, dans la plupart des cas, et les vélos modernes, c'est de toute façon le cas, ils ont un numéro de série. Et ce à quoi on est confronté souvent, c'est qu'on retrouve des vélos, mais on a difficile de le lier avec le propriétaire, parce que le propriétaire n'a pas déclaré ou n'a pas fait mention dans sa plainte du numéro de série de son vélo. Une simple description, c'est parfois difficile de retrouver. Un message, c'est faites une photo de votre vélo, en tout cas de son numéro de série, gardez-le. Tout à fait. Et en partenariat justement avec ces associations, avec notre service de prévention, on va sensibiliser non seulement les cyclistes, mais également tous les acteurs en matière, les revendeurs de vélos, enfin les vendeurs de vélos, hein. Nous ne méprenons pas, donc les dealers officiels de vélos, voilà. Donc ils sont déjà sensibilisés, mais vraiment ça c'est une première action qu'on peut conseiller à tout le monde. Quand il n'y a pas de numéro sur le cadre, il y a des possibilités de faire graver, notamment dans des associations telles que ProVélo, et bien sûr de noter le numéro. Ça c'est une première action qu'on peut conseiller. Alors il y a des actions plus précises, notamment par la surveillance des actions, ce qu'on appelle des plans d'action spécifiques de surveillance des endroits où les vols sont relativement souvent constatés, avec des équipes pour intervenir directement. Des conseils en matière de technoprévention, tous les cadenas ne sont pas bons pour protéger un vélo. Il y a des endroits sécurisés qui sont sous-exploités dans la ville, mis à disposition par la ville. Donc tout ça, ce sont des actions à la fois préventives et répressives que nous comptons mettre en place ou renforcer, parce que certaines existent bien évidemment. Voilà, il est 8h30, donc on a encore une demi-heure d'émission, on a encore une petite dizaine de minutes ensemble, à nous trois, et puis après on passera aux questions des internautes, qui n'hésitent pas donc à poser leurs questions sur notre page Facebook. Une autre, lors de votre prise en fonction, c'était il y a 2 mois, une autre de vos priorités était la lutte contre les incivilités, et notamment en matière de propreté, où les Liégeois sont quand même assez mécontents de ce qui se passe. Alors, comment on va faire? Une plus grande répression ou une prévention? Encore une fois, nos actions, elles sont à la fois préventives, répressives. Il faut savoir que la ville dispose de caméras mobiles, qui, en fonction de nos constatations et des constatations de la ville, peuvent être positionnés de façon discrète et repérer tous les dépôts illégaux d'immondices. Donc ça, c'est une première forme de sanction, quelque part, face à ces comportements inadaptés. Mais j'assiste aussi pour que tous nos policiers soient aussi des acteurs au quotidien, et que, évidemment, en rapport à d'autres infractions ou de crimes ou délits beaucoup plus graves, ces incivilités qui sont extrêmement dérangeantes au quotidien ne soient pas négligées pour autant, et donc fassent aussi l'objet de rappels à la loi, de constatations et de sanctions par nos policiers également. Oui. Alors, un autre sujet de préoccupation, ce sont les violences faites aux femmes. Votre prédécesseur, je pense, déclarait déjà la tolérance zéro à cet égard. Quelles sont les actions, là aussi, que vous comptez développer en termes à la fois de répression et puis de prévention peut-être aussi? Donc, la police est inscrite, évidemment, et ça fait partie des priorités du plan zonal de sécurité dans toutes les violences faites aux personnes. Et il y a un accent très certain envers parfois les personnes les plus faibles et aussi envers les femmes. Et donc, je souhaite poursuivre les actions déjà menées dans ce cadre-là et renforcer certaines d'entre elles. Il y a des actions
en termes presque d'éducation, mais aussi de sanctions. Vous avez sans doute entendu parler de nos actions contre le harcèlement de rue, où on a une policière en civil qui déambule dans nos rues et suivie évidemment par des collègues également en tenue civile, mais qui interviennent face à des comportements inadaptés. Quand ces comportements constituent une infraction, évidemment, il rédige un procès verbal qui est suivi d'une action du parquet. Et parfois, quand c'est un comportement inapproprié, mais qui ne constitue pas une infraction, ils interviennent quand même pour simplement dialoguer avec la personne et faire comprendre que la personne qui fait des commentaires inappropriés n'est pas dans ce qu'on souhaite dans notre espace public. Voilà. C'est une action d'ailleurs qui a été soulignée par des médias internationaux, voire même des prix. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en œuvre il y a déjà plus d'1 an et qui a été vraiment souligné comme tel et qui est repris maintenant, qui est reprise en tous les cas dans plusieurs zones de police, effectivement, et qui a fait l'objet de prix de réseaux, de réseaux de police de proximité notamment. Oui. Voilà, on a passé en revue un peu toutes les priorités. Oui, alors il y a évidemment beaucoup d'autres actions. Il y en a d'autres, évidemment, bien sûr. Oui. Mais bon, on arrive évidemment au moment où on va poser les questions du public. Mais je voudrais vous demander juste encore une petite dernière question. On sait que la police de Liège, quand même, a été fortement touchée par une série de drames, que ce soit des attentats ou encore récemment un accident de tir. Plusieurs de vos hommes sont décédés ces dernières années. Vous avez eu la crise du Covid, les inondations, donc il y a eu beaucoup. Quel est l'état des troupes, le moral des troupes pour le moment ? Le moral des troupes, j'ai toujours... il me tient à cœur de dire que nous avons des policiers liégeois valeureux, des valeureux policiers liégeois. Je pense que c'est vraiment le terme. Ils sont vraiment valeureux et je souhaite vraiment souligner leur action au quotidien parce que le travail qu'ils font n'est pas facile. Et ils sont face à l'extrême pauvreté, il y a des problèmes de société, vraiment, à cet individualisme croissant dans nos sociétés qui fait que finalement toute contrainte ressemble à une oppression. Plus personne, la moindre remarque est prise comme telle, en tous les cas, même de la part d'un policier, avec des réactions inappropriées. Et il le constate également au jour le jour. Et donc, je les soutiens, évidemment. Et je ne peux accepter qu'on s'en prenne à nos policiers liégeois, qui, je le répète, font un travail exceptionnel. Qui font face aussi à une lourde charge psychosociale, comme on l'appelle, de par leur travail au quotidien. Et donc, voilà, effectivement... j'étais aussi présent, évidemment pas en tant que chef de corps, mais en tant que partenaire de la police fédérale lorsque tous les drames que vous avez cités se sont produits. Le dernier en date, j'étais leur chef de corps, j'étais à leur côté et je serai toujours là pour les soutenir, évidemment. Alors, on va prendre la première question, en fait, qui est... Je voudrais juste, pour retomber là-dessus, en fait, vous êtes confronté aussi au problème des réseaux sociaux maintenant, qui n'existaient pas à l'époque. Le moindre fait et geste d'un policier est pris en photo ou en vidéo et transformé, évidemment, et relayé à des milliers d'exemplaires sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué d'ailleurs récemment, c'était il y a 1 an, les émeutes de la place Saint-Lambert. Est-ce que vous devez prendre en compte cette nouvelle donnée et comment pouvez-vous réagir? Quels sont les conseils que vous donnez à votre troupe? Effectivement, c'est une nouvelle donnée. Plus rien qui se passe sur l'espace public ne reste confidentiel puisque tout le monde a une caméra et tout le monde, j'espère pas encore tout le monde, mais très régulièrement, en tous les cas, les actions de police, fatalement, c'est un peu spectaculaire et c'est filmé. Et ce que je déplore dans cette utilisation, c'est surtout, ce n'est pas le fait de filmer, parce que filmer dans l'espace public n'est pas une infraction, c'est l'usage, malheureusement, souvent déformé, qui est fait de ces images. Et donc, là où une intervention se déroule extrêmement bien jusqu'au moment où la contrainte doit être utilisée, parce qu'il n'y a pas d'autre forme de solution au problème, eh bien, on ne verra que l'utilisation de la contrainte. Et on ne verra pas tout ce qui s'est passé avant. On ne verra pas... 10 fois les premiers conseils qu'on a donnés, qui n'ont pas été respectés. À un moment donné, évidemment, il faut agir. Et donc, sorti du contexte, ces images peuvent être choquantes, mais l'usage de contrainte est aussi, en dernier recours, évidemment, un usage légitime de la contrainte par la police. Donc, ça fait partie de nos modes d'action et donc malheureusement on doit y avoir recours et je ne voudrais pas, c'est trop souvent ce qu'on constate, qu'on ne retienne que ça de l'action policière et donc on a des outils maintenant aussi pour essayer d'être à armes égales, je vais dire, mais
on ne peut pas encore trop en faire la publicité, en tous les cas la publicité des images, mais en tous les cas c'est un outil dans les procédures pénales, notamment des plaintes injustifiées ou infondées à l'égard de nos policiers. Ce sont nos bodycams qui permettent aussi d'avoir là l'ensemble de la scène et donc de permettre de contextualiser parfois l'usage de la contrainte. Chaque policier a une caméra sur son Et je torse. souhaite qu'ils les emportent, qu'ils les utilisent parce que c'est avant tout un outil pour leur protection. C'est aussi un moyen de faire baisser la tension. Quand la personne à qui on a affaire en face de nous sait qu'elle est filmée, directement, ça peut faire baisser la tension. C'est image contre image, mais pour le public, est-ce qu'on peut filmer des policiers en intervention? Oui, dans l'espace public, effectivement. Pour autant, évidemment, que la personne qui filme se trouve à un endroit où elle peut se trouver et qu'il n'y a pas d'injonction contraire. Nous avons aussi parfois à donner des injonctions en termes de sécurité. Sur une scène d'intervention, sur une scène d'incendie, d'accident, que sais-je, effectivement, on va demander aux personnes de reculer pour ne pas les mettre elles-mêmes en danger. Et donc la personne qui franchit le cordon policier, elle est en infraction et donc elle ne va pas pouvoir utiliser non plus les images. Mais voilà, donc effectivement. Alors, première question qui nous a été posée. Elle vient de Serge Seron. La circulation de transit des poids lourds à Liège est un problème majeur. Des caméras NPR pour les traquer seraient-elles envisageables? C'est un moyen technique qu'on a déjà... D'abord, des caméras ANPR, oui, ça veut dire quoi? Monsieur Seron est un spécialiste, manifestement, mais tout le monde ne l'est pas. Donc, ce sont des caméras qui permettent la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Et donc, c'est un moyen, donc effectivement, c'est un moyen technique qui pourrait être mis en œuvre, puisqu'à un endroit, on prend une photo du véhicule et de sa plaque d'immatriculation qui est lue, à un autre endroit, même chose, et on compare le temps de parcours. Et donc, si le poids lourd a circulé à un endroit entre ces deux points où il ne pouvait pas circuler, il pourrait y avoir une verbalisation. À ce stade, c'est encore compliqué de façon technique. Il y a des projets qui existent, vous l'avez sans doute vu, pas à Liège, mais en province de Liège, notamment entre les deux autoroutes Verviers-Sprimont, où là, les poids lourds à certains endroits sont interdits. Il y a voilà, ça commence à fonctionner et c'est certainement une piste technique qu'on doit poursuivre pour essayer de juguler ce phénomène de transit des poids lourds. Les poids lourds sont interdits sur les quais de la dérivation et de la Meuse, tout théoriquement. Tout à fait. Et quand on en voit, vous faites quoi? Là, effectivement, nos motards, ils le savent et ils interviennent. Bien sûr, encore faut-il que nous soyons là. Il y a des actions spécifiques dans le cadre de plans d'action qui visent aussi à combattre ce phénomène. Effectivement, au niveau économique, c'est un gain pour les chauffeurs routiers en termes de kilomètres, évidemment, mais il y a des itinéraires de délestage qui permettent tout à fait de circuler d'un bout à l'autre de Liège sans passer par les quais. Voilà, continuons les questions des internautes. N'hésitez pas d'ailleurs à les poser, je vous le dis, sur notre page Facebook. On va les relayer très bientôt. Ici, un certain Guido Pépé nous demande la task force zonale qui a été mise en place pour lutter contre la toxicomanie. Est-ce qu'il y en aura d'autres sur d'autres problématiques afin de ramener un sentiment de sécurité en ville? Oui. Je vois que monsieur connaît nos Pépé. appellations internes. Donc, task force zonale, effectivement, ce sont des policiers en civil qui travaillent dans les quartiers. C'est une task force qui a été créée, non pas uniquement pour combattre la toxicomanie, mais combattre les phénomènes émergents. Donc, pour avoir une réponse rapide à des phénomènes émergents. Un de ces phénomènes est fatalement la toxicomanie, mais la task force locale lutte contre le vol de vélo, lutte contre les phénomènes dérangeants qu'on a évoqués tout à l'heure, et principalement ces phénomènes dans la cité qui sont les plus dérangeants, si je puis dire. Donc, leur champ d'action est beaucoup plus vaste, mais on ne va pas créer une task force avec des policiers spécialisés pour chaque phénomène dérangeant. C'est l'ensemble de ce service qui lutte contre l'ensemble des phénomènes dérangeants. Alors, David de Liège nous dit, depuis le départ du commissaire Beaupère, c'était votre prédécesseur, on a l'impression que les contrôles routiers à Liège se multiplient pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Alors, est-ce que effectivement c'est une des marques de fabrique du commissaire Jean-Marc Develaine? Non. Alors, la volonté de renforcer les contrôles en matière de sécurité routière, ça je l'assume totalement. La volonté de faire rentrer de l'argent dans la caisse, elle n'est pas là, pour la bonne et simple raison que l'argent des amendes, elle ne rentre pas dans nos caisses, et elle rentre dans les caisses de l'État au sens large,
mais aucun policier liégeois ne verra un avantage à verbaliser à outrance pour avoir plus de moyens. Ça, c'est utopique de penser ça. Donc c'est pas vraiment le cas de pouvoir verbaliser pour faire rentrer de l'argent. Ça n'a jamais été le cas. Mais par contre, c'est un des moyens de sanction pour éviter des comportements inadaptés. Le montant des amendes à Liège, c'est top secret? Non, le montant des amendes, il est partout pareil. Il est fixé par la loi. Donc, non, j'entends le montant global, en fait, prélevé sur le territoire de la je ville. ne pourrais pas vous donner des chiffres comme ça. Non, ça c'est... Non. À mon avis, il a dû en recevoir quelques-uns, David de Liège. Mais donc ici maintenant, Abdelali Mernissi. Comptez-vous mettre en place une police plus proche des citoyens, avec des contacts réguliers avec les habitants, la population dans les quartiers? Alors, effectivement, on a parlé de beaucoup de choses, mais je voudrais rappeler que la police de proximité, c'est l'essence même de la police locale. Donc c'est là que tout commence, en fait. La police locale, c'est sa mission première. C'est une police en lien avec la population. Community policing, c'est cette notion-là de police intégrée dans la population, qui travaille au sein de la population pour la population. Et donc, effectivement, c'est la base. Et on en revient au débat que nous avons eu en matière de capacité. Je souhaite vraiment dégager cette capacité de police de proximité dans les commissariats et la préserver au maximum pour réaliser ce travail de proximité. Et j'ai aussi des projets à développer en la matière pour rétablir le contact population-police, comme ça se fait dans d'autres villes. Par exemple créer des espaces de rencontre, par exemple, dans l'Oreca, en dehors de toute infrastructure plus formelle que sont les commissariats, pour simplement échanger sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes qui nécessitent une plainte, mais simplement un dialogue entre la police et la population, ou l'inverse. Dégager certains policiers des contraintes administratives pour qu'ils puissent remplir ce rôle d'interface entre la population et leur commissariat et leurs collègues agents de quartier. Donc tout ça, ce sont des projets qui vont être menés. Alors c'est avec la population, mais est-ce que c'est aussi avec les entreprises, les commerces Au sens large, évidemment. Donc la population liégeoise, c'est l'ensemble des acteurs liégeois, les associations représentatives. On a énormément de contacts dès maintenant, mais depuis toujours, ça j'ai envie de dire, avec les associations de quartier, avec les associations de commerçants. J'ai rencontré déjà plusieurs d'entre elles, les associations ou les groupes représentatifs des personnes handicapées. Voilà. Tous ces groupes sont, je trouve, à Liège très attentifs à la vie en société, très actifs et très attentifs à l'action de la police. Et donc c'est toujours avec plaisir que je les rencontre et que j'entends leurs doléances. Et je sais qu'elles sont nombreuses. Certains ont regretté d'ailleurs que la fermeture de plusieurs commissariats. Est-ce que ça va continuer? Alors, c'est à nuancer, puisque les commissariats ne sont pas fermés, mais effectivement, pour des raisons de rationalisation et de gain de capacité, il y a une réforme qui a été effectuée pour garder simplement des points d'accueil. Donc les commissariats, les policiers partent toujours de là, peuvent convoquer des personnes dans ces commissariats pour garder cette proximité, mais c'est le point d'accueil ouvert en permanence en journée qui n'est plus présent dans tous les commissariats. Et donc là, je crois qu'il y a un effort encore de davantage de communication pour ça, mais toutes les informations en termes d'accessibilité sont déjà bien présentes sur nos réseaux sociaux et sur notre page Internet. Alors Anaïs Mondeville a une requête pour vous. Pourriez-vous dire à vos agents qu'un simple consommateur est beaucoup moins dangereux, on parle de toxicomanie j'imagine bien, est beaucoup moins dangereux que le gars qui ne prend rien et qui vient revendre à vélo à tous les coins du centre de Liège? Bon, c'est la question des revendeurs, de la lutte contre les dealers. Je pense qu'on doit agir sur l'ensemble du phénomène. Oui, effectivement, je l'ai dit, on agit sur le street deal, le home deal, et aussi sur les comportements inappropriés des consommateurs. Oui, c'est une approche globale en fait. Les dealers, ils ne consomment pas? Parfois aussi, mais oui, souvent on retrouve des deux côtés, effectivement. Et oui, évidemment, certains dealers financent leur consommation par du deal. C'est ce qu'on constate, évidemment. Alors, une question ici de Zélia Kaimaz. Manque-t-il beaucoup de policiers dans la zone de Liège? Et si oui, combien comptez-vous en engager pour l'année 2023? Alors, si vous me posez la question, moi je souhaite en engager un maximum, mais bien évidemment, pour rendre le meilleur service possible à la population. Et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Mais on doit agir évidemment dans un cadre budgétaire qui est celui qu'on connaît et qui fait l'objet de discussions en ce moment même au sein du collège et du conseil. Et donc, voilà, mon souhait, bien sûr, c'est de disposer du cadre le plus étoffé possible, dans les limites, je vais dire, des budgétaires
qui seront acceptés par nos autorités. C'est combien de personnes, la police de Liège? Actuellement, on souhaite un cadre de 1045 opérationnels. Et vous êtes? On est, alors ça fluctue évidemment, il y a des départs chaque mois, des arrivées chaque mois, mais on tourne entre 1000 et 1030 actuellement. Voilà, donc vous êtes presque au cadre. Voilà. Oui, oui. Nous avons une question ici qui revient sur les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qui est mis en place de manière spécifique pour l'accueil correct d'une personne qui a subi un viol? Les agents, enfin les policiers ou policières, suivent-elles des formations spécifiques? Oui, effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose dont je souhaite faire la promotion. C'est ce nouveau dispositif dans lequel la police liégeoise a été pionnière en province de Liège, à savoir le centre de prise en charge des violences sexuelles. C'est un centre qui se trouve à l'hôpital des Bruyères, qui est accessible en tout temps et qui permet une prise en charge holistique, donc dans tous les domaines, sur le même site, des victimes, de toutes les victimes de violences sexuelles. Et donc il y a cet accueil au niveau médical d'abord, mais au niveau psychosocial par des spécialistes qui ne sont pas policiers, et puis il y a l'approche policière qui s'intègre dedans. Et donc cette approche globale qui est qui découle des conventions d'Istanbul pour les violences, notamment contre les violences plutôt faites aux femmes, mais c'est une des réalisations concrètes qui a vu le jour à Liège déjà depuis plus d'un an et qui tend maintenant à être élargie à l'ensemble des zones de police de l'arrondissement et de la province. Question de Abdelali Mernissi. Je l'ai déjà entendu tout à l'heure, lui. Mais donc voilà, deuxième question. Les citoyens qui passent beaucoup de temps dans la salle d'attente pour déposer plainte, quand ça dure parfois plus de 3 heures, ils s'en vont. Que pouvez-vous faire pour améliorer ça? Oui. Effectivement, c'est un constat. Heureusement, il n'est pas généralisé, mais c'est un constat qu'on a fait aussi. Et donc, c'est vraiment une question d'actualité, parce que dès la semaine passée, un groupe de travail sur l'accueil a été mis en place au sein de notre zone de police. L'accueil de façon générale, donc l'accueil de tout policier par rapport à une victime, par rapport à un plaignant, par rapport à un citoyen simplement, mais on abordera aussi dans ce groupe de travail l'accueil physique dans nos postes de police. Je voudrais dire que, encore une fois, cet accueil et les modalités de cet accueil physique pour la police de Liège est détaillé sur notre site internet, donc toutes les heures d'ouverture des différents sites s'y trouvent. Mais il y a d'autres moyens d'accéder à la police et de déposer plainte que cet accueil physique qui, effectivement, parfois, en fonction des heures, des phénomènes, la météo, parfois simplement, les accrochages sont plus présents qu'on les fait. La police en ligne, c'est possible ça? Voilà. Donc, il y a certaines infractions qui peuvent être dénoncées en ligne. Donc là, tout ça se trouve également sur notre site internet. Et il y a aussi possibilité d'avoir recours au rendez-vous, une prise de rendez-vous. Donc, et notamment dans les points d'accès, les commissariats qui ne sont pas accessibles en tout temps, il y a possibilité à certains moments de prendre des rendez-vous. Donc tout ça se situe sur le site web de notre zone de police et j'invite tout le monde à... Un petit conseil, est-ce qu'il faut éviter un certain jour, de certaines heures? Non, pas spécialement. Je dis c'est plutôt oui, il y a des... Effectivement, à certaines heures du week-end, fin d'après-midi, je constate, moi, mais je n'ai pas les statistiques sous la main, mais je constate personnellement qu'il y a davantage de personnes qui se présentent à l'hôtel de police. Et ce que je dois bien constater aussi, la position centrale de Liège par rapport à l'ensemble des zones de police alentour fait qu'on sait bien qu'en venant à la rue Nathalie, ce sera toujours ouvert. Et donc, il y a ce phénomène-là aussi qui fait que c'est un point attractif pour l'ensemble des personnes qui pratiquent la ville de Liège, mais qui n'y résident pas spécialement. On a parlé tout à l'heure de la diversité dans le recrutement, et nous avons une question. Vous dites vouloir que la police reflète la société. Qu'en est-il de la communauté LGBT? Mais quand je dis que la police doit refléter, c'est aussi le cas pour la communauté LGBT. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet-là lors d'un colloque quelques semaines après ma prise de fonction. Et effectivement, les personnes de toutes les communautés sont les bienvenues au sein de nos services de police. Et elles doivent être respectées en tant que personnes au sein de nos services de police. Nous avons des référents en la matière, des référents qui sont imposés par une circulaire des procureurs généraux. Mais au-delà d'être imposés par une circulaire, on a voulu, et quand je dis on, c'est mon prédécesseur, donc c'est des choses qui existent à la police de Liège, a voulu que ces représentants soient déjà plus nombreux que le strict minimum. Ils sont 2 actuellement. Ils ont cette action spécifique envers cette communauté de prise de contact, de point de contact, de facilitateur d'accès à la police, parce que ce n'est pas toujours facile, on ne sait pas comment on va être reçu. On insiste évidemment dans le cadre de l'accueil pour que tout le monde soit reçu avec le respect qu'il mérite en tant qu'individu.
Mais malgré ça, il y a parfois certaines réticences à se présenter à la police. Et donc, ces facilitateurs, ces personnes de référence, dont les coordonnées sont aussi sur notre site, sont des bonnes personnes relais. Lali Antonelli, on a vu des chevaux en rue, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais comment comptez-vous exploiter aussi les chiens au sein de la police ? Il y a effectivement des chevaux qui viennent de la police fédérale, mais on dispose, je disais que les métiers étaient divers et variés au sein de la police de Liège, on dispose d'une brigade canine aussi. Et actuellement, nous avons 8 maîtres chiens, des chiens qui viennent de la SPA d'ailleurs, donc ils sont des chiens qui ont été pris et éduqués acquis à titre gratuit au sein de la zone de police, mais éduqués et rééduqués pour servir de chiens de patrouille, qui sont très efficaces et qui patrouillent aussi dans le centre-ville. Donc c'est quelque chose qu'on souhaitait aussi pour renforcer cette action, cette présence visible et dissuasive, renforcée au sein, et je pense que c'est aussi apprécié. En fait, des animaux au sein de la police, c'est aussi un vecteur de communication. Donc l'abord du policier se fait aussi via l'abord de son compagnon de patrouille, que ce soit le cheval ou le chien, et donc ça facilite aussi les contacts avec la population. Alors ici, une question un peu plus directe. Que faire pour que les policiers et les policières à Liège ne soient plus vus comme des cow-boys ? C'est un travail, évidemment, qui dépend de l'opinion de chacun et de la vision que chaque individu a du terme cow-boy, évidemment. Mais je crois que je comprends ce qu'on veut dire. C'est pas quelque chose qui est souhaité, que je ne souhaite pas en tous les cas. Je pense que les policiers de Liège, comme d'ailleurs doivent être des policiers professionnels, tout simplement. Ils ne sont pas au-dessus des lois et ils doivent respecter les lois. Mais ce qu'on doit comprendre aussi au niveau de la population, c'est que parfois, on a le devoir et la possibilité d'aller au-delà de certaines règles que le commun des mortels doit respecter en termes de circulation pour se déplacer notamment rapidement sur un lieu d'intervention. On ne peut pas accepter tous les comportements, mais il y a des comportements qui ne sont pas admis pour le citoyen lambda et qu'un policier en intervention, comme un pompier, peut se permettre, par exemple. Et donc, c'est vrai que j'ai parfois des échos de comportements routiers, notamment si c'est à ça qu'on fait référence, qui sont inadaptés. Il faut toujours voir qui est à l'intérieur. Quand je lis les rapports de police, parfois on a des personnes en état d'excitation très grande dans le combi qu'on ramène au poste de police. Ben ça, fatalement, la personne se dit « Oh, le combi rentre au poste de police, il rentre, il a bien le temps. » Ben non, parfois il y a une personne en état d'excitation intense derrière, qu'on est très content de pouvoir mettre en sécurité au sein de nos cellules, quoi. Il y a un devoir d'exemplarité aussi de chaque policier, et ça, les réseaux sociaux sont terribles. Quand on vous voit stationner sur des places handicapées ou sur des pistes cyclables, on ne vous rate pas. Donc, qu'est-ce que vous dites à vos troupes pour ça ? Alors, il y a effectivement... Et ces faits, évidemment, nous sont dénoncés aussi et me reviennent systématiquement. Donc, systématiquement, il y a des enquêtes qui sont faites et on essaie de savoir le pourquoi. Effectivement, il y a des comportements, comme je l'ai dit. Un combi qui rentre au poste de police, pourquoi est-ce qu'il doit aller vite ? Parfois, effectivement, il doit aller vite pour des raisons que je viens d'évoquer, mais parfois pour d'autres aussi. C'est parfois, malheureusement, la même chose aussi en termes de stationnement. Pour intervenir vite à pied dans une rue pétonnière, on est obligé de laisser son véhicule là où on peut. Et parfois, la seule possibilité, c'est une piste cyclable. Et c'est souvent malheureusement les mêmes endroits qui reviennent sur les réseaux sociaux fatalement, mais aussi qui me reviennent en tant que plainte. Et donc il y a des moyens autres, plus structurels pour prévoir des emplacements, je veux dire, plus accessibles aux services de police et pour protéger ces sites propres pour les vélos notamment qui vont être mis en place aussi aux endroits les plus critiques. Est-ce que le chef de corps intervient aussi sur le terrain de temps en temps ? J'aimerais bien. Mais vous savez, quand on a plus de 1000 policiers à gérer, à encadrer, c'est presque un vœu pieux. Mais il me tient quand même à cœur d'aller, alors pas pour intervenir, mais d'aller aux côtés des policiers. Je l'ai déjà fait, je le referai certainement à de nombreuses reprises. Pour l'instant, allez, ça fait 2 mois. La fonction est tellement vaste que je suis encore dans une phase de découverte et donc il me tient à cœur de rencontrer l'ensemble des collègues dans leur mission, dans leur environnement et ces constats que j'ai partagés avec vous, je les ai faits aussi à certains moments moi-même, d'être confronté à l'agressivité parfois, à ces phénomènes qu'on a évoqués. Je les prends aussi pour moi et je veux vraiment me rendre compte du quotidien de mes collègues. Alors vous venez d'arriver donc dans la fonction, vous avez 50 ans, mais vous êtes ici avec un uniforme de la police de Liège, mais ce n'est pas le seul que vous ayez, je pense, porté. Quel est votre parcours antérieur ?
Ah oui, 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 c'est vrai que j'ai eu différents uniformes. J'ai eu l'uniforme de l'école des cadets, donc j'étais, voilà, pour parler d'une vocation. Hein, à 15 ans, j'étais m'engager à l'école royale des cadets pour faire mes humanités supérieures, pour me préparer au concours d'entrée de l'école militaire pour devenir officier de gendarmerie. J'ai fait l'école royale militaire, et puis j'ai fait l'école professionnelle, je puis dire l'école pour officier de la gendarmerie pendant 10 mois après les licences en sciences sociales et militaires à l'école royale militaire. Et puis j'ai porté l'uniforme de l'escorte royale aussi, puisque j'étais cavalier et commandant de peloton à l'escorte royale. Ça, c'était vraiment un autre volet de la fonction. Vous voyez le 21 juillet, défilé dans le roi, alors. Oui, tout à fait, 3e peloton. Mais donc voilà, ce sont des expériences inoubliables, évidemment. Les services d'ordre à cheval, l'escorte royale, c'est vraiment des belles périodes. Et puis par la suite, j'ai été officier en charge des opérations au sein de la police des autoroutes. Donc l'uniforme de motard, c'est vrai que vous le dites, vous m'y faites penser, mais ça fait beaucoup d'uniformes différents, en effet. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour candidater à la zone de police de Liège ? C'est une fonction exceptionnelle, évidemment, dans le cadre d'un parcours d'officier. Je veux dire, moi, je n'estime pas qu'il y ait, en tant que liégeois, il n'y a pas de plus belle fonction, évidemment. Donc, naturellement, je pense que le parcours m'a conduit vers cette fonction-là. J'avais une fonction auparavant de directeur coordonnateur au sein de la police fédérale. Donc, elle était à la fois géographiquement plus vaste, puisque mon terrain d'action était la province de Liège, en tous les cas l'arrondissement de Liège, mais plus en retrait, puisque c'était une deuxième ligne quelque part. À certains moments, lors des crises, j'avais le commandement, mais la plupart du temps, c'était une fonction d'appui, de coordination. Et donc là, le fait de passer vraiment en première ligne, c'est très, très enrichissant, très exigeant aussi. C'est une fonction H24 ? Pratiquement, oui. Oui. Clairement, j'ai l'habitude de le dire, il se passe toujours quelque chose à Liège. Souvent, ce sont des événements heureux. Malheureusement, pas toujours. Et c'est là qu'on doit être présent. Votre GSM est ouvert 24 heures sur 24. Oui, mais ne le communiquez pas, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être l'homme le mieux informé de Liège ? Ça ne procure pas spécialement de plaisir. Je pense que c'est lié simplement à la fonction et que pour remplir la mission, il faut être bien informé et pour répondre aux attentes, simplement. Allez, il reste encore quelques minutes, il y a encore des questions, on en a ici, mais j'en ai encore une dernière ici qui était sur mon petit papier. Et oui, l'âne, et ça c'est quand même un sujet qui est intéressant aussi, au niveau du carré liégeois. Quels sont les moyens qui sont mis en place pour essayer de sécuriser au maximum les lieux, et d'autres actions prévues que celles déjà en place, est-ce qu'il y en aura d'autres? On sait qu'il y a beaucoup de policiers dans le carré, mais aux abords il y en a moins, et c'est souvent là-bas que ça se passe. C'est ça. Évidemment, il y a beaucoup d'actions à mener dans tous les domaines, mais le carré, j'ai parlé quand j'ai évoqué les services d'ordre, c'est un service d'ordre quasi permanent, le carré. Et donc, pour réduire les risques, encore une fois, je pense qu'il y a une série d'actions qui doivent être menées, et d'actions structurelles. Notamment un débat qui doit être mené, à mon sens, en partenariat avec tous les acteurs, le monde de la nuit, les autorités, bien évidemment, en termes de régulation simplement de la fête. Je pense qu'on doit pouvoir accepter que la fête, elle se termine à une certaine heure, qui doit être négociée. Vous êtes pour une fermeture du carré à certaine heure? Clairement. Oui. Et une heure réaliste. Laquelle? Alors, je pourrais vous donner, mais une heure qui permet de conserver les fêtards, si je puis dire, en tous les cas, les personnes qui pratiquent le carré, comme je l'ai fait en son temps, parce que je connais aussi le phénomène, et donc je souhaite que la fête perdure dans le carré, mais qu'elle soit peut-être un peu plus encadrée en termes d'heures de fermeture, notamment, qui permettrait, et je pense que ça répondrait à un souhait quasi global, de sécuriser mieux, mais aussi que cette heure ne soit pas trop tôt, puisque sinon on va assister à des phénomènes de déplacement comme on le voyait pendant le Covid notamment, et ça je ne le souhaite pas, et les policiers ne le souhaitent pas, évidemment, on ne va pas courir et suivre la population festive du carré, donc il faut une heure réaliste qui tournerait autour de 5 heures, moi ça me semble, mais qui permettrait aussi de dire voilà, maintenant c'est terminé, tout le monde rentre chez soi, on doit permettre aux gens de rentrer chez eux en sécurité, avec les moyens de transport en commun, donc ça doit faire l'objet vraiment d'une réflexion globale avec tous les acteurs, la plus large possible, mais je pense que ça irait dans un sens d'une meilleure sécurité. Ce sera l'heure du premier tram d'ailleurs, 5 heures. Voilà, parfait. On a aussi une nouvelle question d'ailleurs de Serge Seron. Le parking sauvage est un problème endémique, dit-il, à Liège. On voit des voitures sur les pistes cyclables et les trottoirs. On a parlé aussi, on s'est compris, pour des voitures de police. Mais la verbalisation par la ScanCar, pourrait-elle être étendue à ces véhicules? Oui.
Effectivement, elle pourrait l'être, mais il faut se rendre compte de la réalité de tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc, on est dans une ville en transition. Hein, les nombreux chantiers. Si on se projette dans quelques années, on sera content d'être passé par ces chantiers quand on verra le résultat. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc, il y a une pression de l'automobile. Actuellement, on ne peut pas faire autrement. Effectivement, on souhaite que les personnes se garent et on agit dans ce sens-là. Là où c'est permis... Vous ne voulez pas de la double peine pour les Liégeois, c'est ça? Non. Alors, c'est pas à moi de statuer là-dessus, mais effectivement, il y a effectivement des choses qui sont intolérables en termes de comportement routier. Et il faut comprendre l'ensemble des citoyens. Si on entend tout le monde, là où ça ne comporte pas un danger, je pense qu'il y a une certaine forme de tolérance aussi qui peut naître pour, encore une fois, pacifier l'espace public. Voilà. Et puis, il y a une question de réalisme aussi. Quand on circule dans les rues de certains quartiers, simplement, il n'y a pas assez de place de parking, tout simplement. Donc ça, c'est une réflexion globale, encore une fois, et on doit s'inscrire là-dedans. Voilà, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Clarisse nous dit qu'il y a encore des questions, mais voilà, on pourrait peut-être les transmettre ensuite au chef de corps pour qu'il puisse y répondre également. Je voudrais vous remercier de votre disponibilité. Vous avez répondu à toutes les questions sans langue de bois, c'est très bien. Je remercie Didier Moreau, qui est mon complice ici. Je remercie Electrovox, qui assurait toute le côté technique de cette soirée. Merci beaucoup, merci à tous et rendez-vous pour le prochain Facebook Live de la Maison de la Presse et de la Communication. Bonsoir. Bonsoir.